Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse et on a la joie d'analyser Portland aujourd'hui. On est toujours avec Alex du 5 majeur, Sorare NBA, comment ça va? Bah, ça va bien et toi? Ouais, Bah écoute, petite ravi équipe quand même de beaucoup plus d'attaquer intéressante que Portland. les 3. Donc vous connaissez le programme, récap, le roster et la strat. Je te laisse l'honneur d'attaquer sur Portland. Bah, comme tu dis, hein, gueule de bois post, Damian Lillard, hein, saison compliquée, en plus avec, des blessures, une tactique, douteuse avec un coach, on sait pas trop ce qu'il essaye de faire avec cet effectif-là, il y a du potentiel, hein, il y a des jeunes mais qui ont pas quasiment pas joué, hein, les Anfernee Simons, les Shaedon Sharpe, tu Robert Williams qui est arrivé, qui se pète dès le début de la saison. Tu des joueurs lambda, des joueurs que tu as l'impression qui ont été créés dans NBA 2K qui débarquent et qui font deux trois piges par-ci par-là. Enfin, bon, c'était pas, voilà, c'est pas vraiment une saison intéressante à retenir. T'avais, ils avaient quand même le numéro 2 de la draft, Scoot Anderson. Bon, bah, je sais pas, en tout cas, il a pas répondu aux attentes globalement. Il a été quand même très très décevant. Il a eu des stats au shoot complètement horribles, hein. Attends, je vais les reprendre. 38%, 38,5% au shoot, avec un 32,5 à 3 points. Il a pris quasiment 13 shoots par match. C'est pas au rendez-vous par rapport à un poste d'arrière. C'est des stats qui sont vraiment très, 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 très compliqués, hein. Bah, de toute façon, je pense que le tableau avec les stats d'équipe qui nous intéressent sur Sora, je pense que c'est le pire tableau qu'on a depuis le début. Je pense qu'il est même pire que Détroit, où on est Pas quasiment loin. dernier dans toutes les catégories. Euh, Ce qu'on a aussi, ce que moi j'aimerais souligner, c'est Dominaton qui continue de décevoir sur cette année. On s'est dit que partir d'un environnement où c'est pas le numéro un, ça lui ferait peut-être du bien. Et en fait, bah non, il a juste l'air d'être pas intéressé par le basket. Utilisation de 22 joueurs, donc beaucoup de blessures. De toute façon, Sharp qui se pète peut-être après un mois de compétition. Ou peut-être non, j'abuse un peu, mais qui se pète très rapidement dans la saison. Très rapidement. Euh, Moi, quand même, en point positif, j'aimerais parler un peu de Walker et Camara, qui, dans ce marasme, ont réussi à tirer leur épingle du jeu et ont des profils de joueurs qui n'existent pas à Portland, dans les jeunes en tout cas, je veux dire. Et moi, j'ai été super surpris, surtout de Camara, où je connaissais pas du tout le profil et il m'a vraiment, vraiment surpris. Ouais, très très bonne surprise, hein, Toumani Camara. Franchement, dans son rôle de 3 défensif. Bon, il est encore un peu léger au shoot, mais bon, il est à peine arrivé. Il y a quand même des éléments encourageants, hein, surtout dans un marasme collectif qui est les Portland Trail Blazers, quoi. Ça va être un jeune à surveiller vraiment parce que je pense qu'il peut cette année prendre plus de temps de jeu. En plus, avec tous les éléments qui arrivent, et c'est un des rares profils à être comme ça, comme tu le disais à Portland, ça peut être hyper intéressant pour lui. Mais bon, après, ça va dépendre des choix de Billups, hein, et ça, malheureusement, est-ce que lui-même le sait? Je ne sais même pas. Donc, c'est très compliqué. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur Ayton, Ayton, pourtant, là, il avait les clés de la franchise, hein, en arrivant. Le seul gros pivot à l'intérieur et tout, il devrait écraser toutes les stats en rebond, contre et compagnie, parce que c'est la seule option crédible en intérieur. Et en fait, ça fait flop, quoi. Il arrive à dominer face à des petits match-up. Voilà. Super, hein. Bon numéro un de draft, Ouais, numéro 1 de draft, c'est vraiment d'une une énorme draft déception, ce exceptionnelle joueur. en plus. Ah oui, oui, non, mais en plus, s'il avait une once de motivation, il pourrait Oui, mais pousser des bah, bouches. de toute façon, c'est pour ça que les gens sont durs avec lui, c'est parce qu'il a toutes les cartes en main, c'est juste que j'ai juste de la motivation et du mental.
Pour continuer le récap, je te propose qu'on regarde un peu les perfs de la saison. Donc, on a un peu l'arbre qui cache la forêt avec Scoot Anderson qui a dû faire 2 fois 60 dans l'année, alors que tout le reste c'est vraiment cataclysmique. Euh, Justement, on était en train de parler de DeAndre Ayton. On peut voir qu'il a une de ses perfs de la saison. Pour le coup, c'est une carte sur Sorare qui peut perf. Le problème avec lui, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va le faire. Mais en général, quand on a vraiment une équipe ultra faible en face comme Washington, là, on peut sortir de la perf, quoi. C'est ça, et s'il a gagné sa dernière partie à Call of, peut-être que ça doit l'aider à se motiver. Mais c'est hyper imprévisible. Et le problème, c'est que les Game Week avec des hauts scores et compagnie, c'est un peu la roulette russe, hein, de Mete Hayton, hein. Donc, ça peut être un match-up où il peut potentiellement ultra dominer et faire 20 points, 20 rebonds. Mais bon, c'est jeter une pièce en l'air et attendre si ça tombe ou pas. Donc, c'est vraiment pas la science de risque. Mais après, on voit quand même que malgré le nombre de matchs qu'il a raté à Anthony Simons, il a réussi quand même à faire quelques grosses perfs, quoi. Dans tout ce marasme-là. Je crois, si je dis pas de bêtises, Cousin Anderson, c'est en fin de saison qu'il a fait cette, Ouais, cette il me semble, ouais. surperf, hein. C'est là où il a commencé à retrouver un peu de consistance dans son jeu et tout, mais Ouais, dernier tiers. pour quelqu'un qui s'estimait numéro 1 de la draft, c'est complètement à côté de la plaque. Et même Brandon Miller, c'était un running gag en début de saison en disant oh, les Hornets, vous êtes trop nuls, vous n'avez même pas été capable de choisir Scott Anderson en deuxième choix. Ah ben, vous prenez Brandon Miller, mais finalement, Brandon Miller a fait une saison rookie largement plus conséquente et beaucoup plus solide que Scoot Anderson. Et, dans les perfs de la saison, en général, on va retrouver les mêmes équipes. Et cette année, je pense qu'on va souvent voir Atlanta, de la perf contre Atlanta, parce que le jeu était, comment dire, très orienté du côté de nos Ah amis ben, des c'est Hawks. une équipe. Et après, on a la dernière perf, je sais même pas si on peut vraiment la commenter, mais c'est Jeremy Grant qui a fait contre son ex un gros score, mais pareil, Jeremy Grant, un peu, enfin, il sortait de son année où il a pris, enfin, c'est première année de son nouveau contrat ou c'est, je sais pas si le contrat, je sais plus. Oui, il a signé l'été dernier pour Ouais. 120 millions et 4 ans, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, C'est pas énorme. on sait, je pense qu'il est en salle d'attente. Et Oui, lui le clairement. sait, la franchise le sait, tout le monde le sait, donc je sais pas si ça vaut la peine vraiment d'épiloguer sur cette perf. Et puis après, c'est pareil, c'est hyper inconsistant comme Ayton, hein. C'est-à-dire, ça Ouais. peut être très, très, très middle en termes de perf, entre 20 et 30 côté Sorare. Et en fait, des fois, ça va claquer un 60 sorti du chapeau, un peu, euh, un peu par hasard, un peu comme ça, mais c'est pas assurance touriste, c'est clair. Je te propose qu'on continue en regardant ce qui s'est passé cet été avec le Mm. roster. Allez, c'est parti. Alors, les arrivées et les départs, c'est moins fourni que pour certaines équipes, mais moi, je t'avoue que, y a- en fait, j'ai des interrogations. J'aime bien, mais j'ai l'impression que on a fait des choix en ne prenant pas en compte l'existant de l'équipe. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que tu vois ce que je veux dire au niveau de la colonne des arrivées. On a Oui, deux hein, c'est joueurs clair. qui viennent doubler des postes déjà existants. Par qui tu as envie de commencer déjà entre Donovan Clingan et Denny Avdija? On va commencer par le plus gros contrat, hein, Denis Avdija qui part à Washington dans le trade avec Malcolm Brogdon. Donc, déjà, la perte de Malcolm Brogdon, je trouve quand même c'est une grosse perte malgré qu'il a été blessé, mais il a commencé, c'était Michael Jordan 98 hein, quand il a commencé la saison. Il était surréaliste en termes de perf et tout. C'était un mentor pour la jeune garde arrière et il le perd et il le remplace par Devontae Graham. Déjà, je trouve que c'est une grosse perte déjà de 1. Parce qu'en fait, il y a pas de vétérans en fait, pour encadrer les Sharp, les Anderson et les Simons. Après, oui, Avdia, en fait, moi, je m'attendais, quand je l'ai vu trader arriver à Portland, je m'attendais que Grant parte dans la foulée, quoi. Et là, en fait, tu as deux postes, deux joueurs qui ont un profil très semblable. Et en fait, mais comment on les fait jouer les deux ensemble, quoi. Grant, on sait, voilà, tu le disais tout à l'heure, il est dans la salle d'attente, là.
les bagages prêts, il doit partir. Ce serait incompréhensible qu'après la trade deadline en février, ils soient encore à Portland. Oui, Là, c'est le move l'appart est qu'on sur le attend bon le coin, plus, je quoi. pense, côté de Jeremy Grant. Mais c'est vrai que en fait, Deni Avdija, en fait, il a montré des super bonnes choses à Portland et le problème, c'est qu'il arrive dans une équipe un peu similaire à celle des Wizards, où c'est un peu un marasme, reconstruction, etc. Et en plus, le poste est déjà occupé, donc la C'est ça. situation est limite pire que celle de Washington. Après, euh, si on peut donner des motifs d'espoir, vu que Jeremy Grant va se faire bouger, Deni Avdija est relativement jeune, donc je pense que les clés du poste 3-4, sera un peu pour lui, quoi. Et en plus, il est plus complet en termes de stats que Grant, hein. Il prend plus de rebonds, il a plus un gros apport défensif que Grant, hein. Il a une grande capacité offensive. On l'a vu là sur les Washington. Mais on en reviendra quand on partira à Ouais, Washington. Moi, pour moi, il va dans une équipe pire que Washington. On reparlera ça lors ouais. de la preview de Washington. Et on peut Et enchaîner. après, après on enchaîne sur Klingam. Et Ouais. Klingam, Septième, hein, quand même, Ayton. c'est assez haut. Ouais, ils avaient quand même au choix de draft. Mais ouais, avec Ayton, l'année dernière, ils ont bidouillé avec du duo Prief et consorts. Bah là, en fait, il arrive. Ça va pas être pour jouer 10 minutes, hein. Il devrait prendre du temps de jeu à Ayton automatiquement. Ah, en fait, le problème, c'est que Donovan Clingan, c'est un profil où on n'est pas sûr de. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il est septième choix, c'est que les franchises NBA sont pas vraiment sûres de ce qu'il va réussir à transposer et comment il va réussir à le transposer Hmm. entre NCAA et NBA. Et je ne sais pas si être derrière Ayton, c'est la meilleure chose pour t'assurer que Klingan soit le mieux utilisé. En fait, j'ai un peu de mal à voir ce qu'ils ont essayé de faire. Est-ce que en septième choix, tu te dis que tu prends un pivot backup dans un projet de reconstruction? C'est Ça, haut, hein. ça me paraît léger comme choix. C'est drafté très haut, hein. Si c'est pour faire ça, c'est Si c'est vraiment pour faire drafté ça, très très c'est haut, hein. drafté très haut. Ah, Par contre, si c'est pour se dire, nous, on croit avoir quelque chose que les autres n'ont pas vu, et en fait, c'est à terme notre pivot titulaire défensif, et ça sera un bon choix. Mais en tout cas, pour l'année prochaine, j'ai un peu de mal à me projeter dans l'utilisation. Enfin, on sait qu'il sera backup, mais j'ai l'impression que c'est pas la meilleure chose pour lui dès le départ. en plus, il a été drafté devant Zakidi, hein. Ouais. Il a été choisi avant Zakidi, hein. Alors, il y avait pas mal de doutes dessus. Mais il a été quand même, enfin, pour un poste similaire, il a été choisi avant Zakidi. Donc, Mm. Ah, alors, ils ont vu ouais, sûrement quelque chose, hein, mais. c'est marrant, les pivots, les deux pivots un peu stars cette année étaient des mecs sur qui on avait des doutes sur le jeu NBA, mais à voir. Moi, j'aime bien le profil d'un point de vue NBA, d'un point de vue Sorare. On verra, de toute façon, on va très vite savoir si il arrive à placer des contres au niveau du timing. De toute façon, Mm. Donovan Clingan, ça va générer sur du contre et du rebond, donc on verra, mais en tout cas, je suis un peu déçu qu'il arrive dans un système où on sait qu'il aura moins de grosses minutes à cause de la présence d'Ayton. Mm. C'est clair. Et après, pour Devonte Graham, bah, je pense que on aura peut-être une Devonte Graham Game Week quand Portland essaiera d'aller chercher Cooper Flag en fin de saison. Et de toute façon, tous les mecs que vous voyez là, Bryce McGowens et Henry Drill, je sais même pas comment on le prononce. Oui, Darrell, je C'est crois. des mecs qui potentiellement peuvent avoir une game week vu qu'on sera dans une des pires équipes de la NBA. C'est petit spoiler sur le prono, mais je pense que vous le savez. Je te propose d'enchaîner sur la depth chart. Allez. Euh, qu'est-ce que toi tu vois? Bah, je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais les deux postes un peu doublés, les deux postes un peu doublés, un peu problématiques. Qu'est-ce que tu vois d'autre?
Bah, déjà, de toute façon, là, ce que propose là, ça va être déjà en plus avec Avdia et Grant qui vont se marcher sur les pieds, hein. Et puis après, derrière, si tu passes, bah, c'est compliqué les rotations. Alors, Toumani Camara en troisième minute, jamais. Je pense il sera en première option sortie de banc, en rotation 7-8. Il va avoir du temps de jeu. Sûrement Jabari Walker, c'est pas impossible aussi, mais ça va dépendre de quand Grant part. Euh, Robert Williams 3 en troisième unit, bah non, enfin, je pense que lui, malheureusement, Je pense qu'on on en en reparlera dans reparlera la un vidéo. tout petit peu plus tard dans une autre section. Euh, voilà, non, mais c'est pas fou, quoi. Qu'est-ce que tu vas aller chercher le play-in avec une rotation comme ça? Ouais, non, Et bah pourtant, il y après. a du talent, hein. Il y a sacrément du talent, hein. Ouais, là où moi je suis pas du tout d'accord dans ce que nous propose ESPN, c'est de nous foutre Sharp sur le banc. Et je pense que on va regarder le 5 majeur que nous on imagine. Et nous on se projette avec Sharp dans le 5 et plutôt Scoot Anderson en sortie de banc. Parce que pour moi, Sharp représente la pièce jeune la plus importante. Après, je peux peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que c'est lui le plus important dans cette reconstruction parce que j'ai l'impression que Simon, c'est un peu plus vieux que les autres et a une valeur un peu plus importante. Donc, je le vois pas totalement dans le projet. Et Scoot Anderson, l'année dernière, en tout cas, n'était pas prêt. Et dans la configuration actuelle de l'équipe, je trouve que Sharp fit vraiment bien. Ouais, bah, complètement. Simon, s'il est confirmé. Il est confirmé, il aurait pu faire un super duo avec Lillard en ligne arrière. Bah, c'est lui qui prend la place de Lillard maintenant dans le 5, avec la responsabilité de Lillard. Sharp, c'était le projet, c'est toujours le projet. L'année dernière, il a eu une année malheureusement noircie, plus que noircie avec les blessures. Mais il est toujours dans le projet. Il va revenir, pour moi, c'est évident qu'il revient titulaire. Scott Anderson, il va être mis plus, enfin, il devrait, pour nous, ça paraît très logique quand même, qu'il soit première option en relais en sortie de banc, pour les casser des bouches en attaque et tout. Et s'il a bossé en plus son shoot, ça pourrait être hyper intéressant. C'est un joueur qui peut être intéressant. Maintenant, est-ce qu'il arrive à passer ce step de la G Light, Ignite avec l'NBA? L'année dernière, il s'est pris un méga mur et beaucoup plus ce qu'il pensait. Et est-ce qu'il ne s'est pas mis trop la pression et il était quand même. C'était le premier prospect américain après un prospect européen. Quand tu voyais tout ce qui était mock draft à l'époque, hein, donc il y avait le gros débat entre lui et Wemby. Il a fait une saison monstrueuse et lui, il est passé comme un fantôme au travers. Donc, on va voir s'il arrive à se relancer. Et ça serait plus logique, et pour le temps qu'il prenne de la confiance et tout, et qu'il se réinstalle, qu'il sorte du banc. Et puis après, sur le reste, bon, bah, Eton, il faut faire jouer, hein, c'est un gros contrat. Il n'y a que lui, vraiment, en gros pivot, avec potentiellement un jeu offensif s'il arrive à se sortir les doigts. Mais, et puis après, ben voilà, c'est Avdia, Grant ou en état. Je vois pas comment tu peux mettre un des deux sur le banc. Ah, À moins de mettre Toumani Camara, mais je vois pas du tout encore le mettre de suite en titulaire. Mais les deux, ouais, ça se marche un peu sur les pieds en attendant que Grant parte. Et Avdia récupérera le poste 4 c'est de ça. l'autre En côté. fait, là, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le 5 majeur au début de saison, quand les chenilles, elles sont pas encore sorties. Dès que ça va sortir les chenilles, on pourra avoir du Avidia en 4 et du Klingan en 5 avec Scoot, Sharp et Simons peut-être. Enfin, on sait très bien que dans ce genre d'équipe, le 5 de début de saison et le 5 de fin de saison, c'est s'il en reste un sur les 5 en général, on est content, quoi. C'est ça. Mais après, tu vois, c'est par rapport à ce qu'on a pu voir sur Détroit. Là, enfin, il y a du talent. Ouais, Il y a là en vraiment du fait, gros, gros, gros individuellement, talent. les joueurs Ah oui. sont trop bien. C'est Ah juste oui. collectivement où c'est horrible. Après, c'est la question de savoir jusqu'à quand Billups va sauter, hein. Ah bah, Franchement, là, ça va être la question, hein, parce que là, il a le matos quand même pour essayer de faire quelque chose au moins. Pas bah, finir dernier de conférence Ouest, quoi. je te propose qu'on regarde un peu dans nos tops et nos flops sur la saison à venir pour savoir si Billups arrivera à faire quelque chose. Allez, c'est parti. Et on commence par nos tops. Encore une fois, on a les mêmes tops. Je te laisse la primeur de la parole. Par qui tu as envie de commencer?
Alors, les deux, c'est rigolo parce qu'en fait, ils ont quand même des profils similaires, c'est-à-dire en fait une saison pourrie par les blessures. Vraiment, hein. Et encore, quand on voit en fait derrière au niveau des perfs, enfin, c'est un peu, oui, c'est deux jumeaux, hein, vraiment. Ils ont fait des grosses perfs malgré le peu de matchs qu'ils ont pu faire, hein. Et encore, Sharp et Simmons, les deux ont joué en étant blessés, quoi. Donc, franchement, c'est deux mecs avec énormément de talent et qui ont les clés de la franchise sur la ligne arrière. Euh, pour moi, en fait, ça, c'est deux cartes à avoir impérativement. Alors, Simon, ça, côté Sorare, il a quand même un L10 qui est un peu haut, un 38, hein, donc voilà. Mais le Sharp à 18, c'est cadeau, là. Foncez en acheter, hein, parce que et c'est peut-être sûrement déjà trop tard quand la vidéo sortira, parce que il va vite, enfin, on le voit hein, sur le nombre de perfs, et il a joué, ouais, même pas une trentaine de matchs, il a plus de la moitié où il a plus, à minimum 20 points. Donc, c'est-à-dire qu'il dépasse déjà son L10 de base, juste en jouant. Donc, le Sharp, en fait, c'est un must-have. C'est une carte impérativement à avoir sur son roster sur le début de saison. Parce qu'il y aura beaucoup de line-up qui gagneront avec Sharp Ouais, bah, de toute façon, on a sur le début de saison plein de mecs avec des L10 euh, vraiment très simples à rentrer et Mm. Sharp est en tête après avoir le nombre de tickets shoot, etc. Mais je pense que moi, j'ai mis Sharp dans mes tops parce que déjà, on sait que c'est l'année 3. Les années 3 pour les joueurs, ça représente beaucoup de choses. Déjà, ben, il y a l'expérience qu'ils ont accumulée et en général, c'est à ce moment-là qu'on commence à essayer de re-signer des extensions, qu'il y a des échanges avec la franchise. Donc, on sait les joueurs NBA, quand il y a de l'argent à aller chercher, en général, le niveau augmente tout seul. Donc, je pense vraiment que Sharp va vouloir, bah, déjà, s'affirmer de nouveau dans cette équipe parce que te blesser au bout de quelques matchs alors que il y a un top 2 de draft qui arrive sur un poste un peu similaire à toi, c'est compliqué. Donc, pour lui, je pense qu'il va essayer de prendre les rênes de l'équipe, enfin, une partie des rênes de l'équipe. Et à 18, c'est vraiment un top à avoir pour le début de saison. Et en fin de saison, si les autres se pètent et que lui, il est toujours là, on se souvient sur sa saison rookie, il avait fait vraiment des chantiers en fin de saison. C'est clair. C'est Et clair. Et puis de toute façon, après, là, il peut s'affirmer comme le parfait complément avec Fernie Simons. Les deux, là, ils peuvent se compléter et bien se répartir le scoring, s'auto-alimenter entre les deux, hein, des passes décisives et compagnie, parce que Sharp, c'est un défenseur de cercle, hein, c'est un mec qui coupe les lignes et qui est vraiment très agressif et compagnie. Il arrive en plus dans sa palette à avoir du shoot extérieur. Et, mais là, le 18, c'est cadeau. ouais. Au niveau des tops, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Après, Simon, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un joueur confirmé. Il va faire sa saison, hein. De toute façon, derrière, il n'a pas grand monde pour lui prendre sa place. Donc, ça va être une valeur sûrement sûre de typologie de gros joueurs dans des faibles équipes. Donc, Ouais. Bah, et puis, je sais pas, je connais pas son attachement concrètement à la ville. Mais je pense qu'il sait que son équipe va bouger autour de la trade deadline. mm. Peut-être qu'essayer de se montrer en début de saison pour forcer quelques GM à prendre leur téléphone, ça peut être une bonne idée aussi pour lui. Donc, par contre, ce qu'on n'a pas, enfin, je pense que vous l'avez vu, mais tout ce qu'on dit là, c'est bien évidemment si la colonne DNP n'est pas aussi grande que celle de l'an passé. On est d'accord que euh, on a deux joueurs, Simons un peu plus habitué à avoir ce type de blessure. Sharp, on verra. C'était que sa deuxième saison. On verra si la troisième se fait sous un meilleur jour. Et il n'y Euh, aura pas 10 000 tops où on met des joueurs avec autant de DMP, hein. oui, oui, c'est Là, sûr que là, là, c'est vraiment des joueurs trop talentueux et on ouais. part du principe que c'est une saison noire, pas de chance. Voilà, ce qui arrive souvent dans la carrière d'un joueur Oui, NBA. on a Curry qui a eu une année, enfin des années compliquées au début, etc. Donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Je te laisse commencer sur les paris. Bah, les paris, alors il y en a un, on est d'accord, c'est Donovan Clingham, hein, parce que de toute façon, il va récupérer le temps de jeu derrière Ayton, hein. Donc, je pense effectivement qu'il va prendre le temps de jeu du Proof et compagnie et passer un peu devant dans la rotation, hein.
tu choisis pas un 7e tour de draft pour le laisser au bout du banc. Hein, donc, faut le développer. Il va apporter de la défense que Ayton fait à surcourant alternatif. Ça peut être vraiment un joueur intéressant. On va voir aussi comment ça va se passer sur sa sélection de shoot. Est-ce qu'il va bien être élémentaire. Donc, ça va être sûrement une carte à avoir en enfin, à avoir courant de la saison et à garder au chaud et à sortir une fois de temps en temps, surtout si Ayton est blessé. Donc, pour moi, ça va être une des cartes rookies à avoir dans la saison. Après, bon, Avdia, parce que c'est un joueur quand même qui a fait du lourd l'année dernière à Washington, qui a vraiment réussi à prendre des responsabilités sur pas mal de matchs et compagnie. Là, il arrive. Alors là, déjà, de 1, le L10, c'est un peu haut, mais c'est surtout en attendant le départ de Grant. Parce qu'après, derrière, il va récupérer toute la production qu'avait Grant automatiquement dans son jeu. Donc, c'est là, et là, il fera des grosses surperfs à ce moment-là. Donc, c'est une carte en pari en attendant le départ de Jeremy Grant. Ouais, bah, comme tu l'as dit, Donovan Clingan, on le garde au chaud, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Moi, malgré tout ce qu'on a dit, en Paris, j'ai mis Scoot Anderson, parce que j'ai l'impression que il le freinait l'année dernière. Bon, déjà, apparemment, un problème de vue, vu qu'il est, il est revenu avec des lunettes. Mais j'ai l'impression aussi que c'est surtout mentalement qu'il s'est mis une pression tout seul et qu'il a commencé à. Enfin, il est rentré dans un cercle vicieux. Les mauvaises performances attiraient le mauvais regard et mettaient encore plus en lumière la position qu'il a essayé de prendre. Et bah, plus il faisait des mauvaises perfs, plus ça enchaînait. De toute façon, je crois que l'année dernière, j'ai commencé à voir des mèmes des Américains qui le mettaient avec Killian Hayes. En général, quand tu es comparé à Killian Hayes en termes de performance, c'est Ouais, compliqué. c'est Mais compliqué. je le mets en pari parce que moi, je prends le pari qu'il est capable de sortir de ça. Enfin, le pari que je prends, c'est ça. C'est la saison 1 est digérée. T'es pas le rookie de l'année. T'arrives pas à la cheville de Victor. Mais t'as les clés pour devenir un bon joueur. Maintenant, c'est à toi d'y aller, quoi. C'est clair. Est-ce que toi, tu penses que Anderson est capable de le faire? Ah, mais il a quand même du talent. Hein. Enfin, je veux dire, il est pas devenu nul du jour au lendemain. Hein. Après, effectivement, il y a une grosse partie mentale, comme tu dis, je pense. Et, l'été, est-ce qu'il a réussi à se remettre en question sur l'été, à dire, ben, je vais bosser, je vais revenir au charbon, je sais quelles sont mes difficultés et tout. Est-ce qu'il a réussi à améliorer ou prendre une autre mécanique de shoot pour vraiment, parce que vraiment, le shoot pour un extérieur comme ça, 32% 3 points, c'est pour un mec qui estime avoir du gros temps de jeu NBA, c'est pas possible. Donc, là, on va voir si cet été, il a vraiment bossé sur ça. Et de toute façon, on va vite le voir sur les matchs de pré-saison et compagnie, hein, s'il va pouvoir améliorer ce secteur-là. Mais de toute façon, il a tout à gagner il peut avoir le gros temps de jeu et des responsabilités à Portland. Donc, à voir. Ouais. Je te propose de finir sur nos flops. Oui. On a un flop commun. Je pense que je me permets d'ouvrir dessus. Robert Williams, je pense qu'on est pareil. On adore le joueur, mais enfin, le physique ne tient pas. C'est pour ça que Boston déjà l'a échangé parce que ben, ça marchait pas. Il n'arrivait pas à rester en bonne santé. Là, il fait 6 matchs à Portland et c'est une fin de saison directement. Donc, on l'aime bien, mais je pense que ça va tout doucement aller vers au bout de son contrat et puis on le reverra plus en NBA parce que le corps suit pas, quoi. Ouais, ou alors il va signer un petit contrat, un two-way, un truc comme ça. Enfin, voilà, là, c'est trop compliqué physiquement. Alors, il faut. Ça aussi, peut-être qu'il y aura une grosse remise en question, une autre préparation, un truc comme ça. Mais là, il y a quand même un historique de blessures qui commence à être sacrément conséquent. Ouais, non, ça peut être compliqué. Donc, c'est pas une carte, en tout cas, d'un point de vue Sorare, c'est pas une carte à avoir parce que beaucoup trop d'inconnus et énormément de chances en fait qu'elle soit juste là pour faire le nombre et que tu puisses pas l'utiliser parce que, bah, en fait, finalement, il est plus apte à jouer en NBA, potentiellement. Je te laisse enchaîner sur le tien.
Ouais, alors moi, c'est Jeremy Grant. Bah, il peut faire des grosses surperfs. Hein, le problème, c'est que tu vas le prendre et après, il va être tradé où dans la saison? Parce qu'il va partir, c'est obligé. Enfin, un GM normalement constitué, il doit le faire partir. En plus, avec un salaire comme ça. Et en plus, bah, à la fin de la saison, tu as Sheldon Sharp qui va taper à la porte en disant bonjour, faites-moi mon chèque. Et tu peux pas le laisser partir. Donc là, pour moi, en fait, c'est trop de risques pour trop d'inconnus sur ses futures performances. Parce que il y avait des rumeurs à un moment donné aux Lakers. Hein. S'il va aux Lakers, il va pas avoir une grosse production. Hein. Donc, bon, voilà, pour moi, c'est beaucoup trop de risques par rapport à un joueur en plus avec un 10 de 26. Je le mets de côté. Ouais, Pas de bah, capitaine. d'accord, le facteur, ne pas savoir où est-ce qu'il va atterrir, c'est compliqué. Le Mm. problème avec lui, c'est que, bah, il s'est vu trop beau à un moment donné dans sa carrière. Il a pas voulu accepter un rôle et bah, ça l'a emmené, d'équipe, pas ouf en équipe pas ouf. Et le moment où Damian Lillard a vu que, c'était lui qu'on allait re-signer avec 120 millions, bah, il a dit: «Chef, traite-moi s'il te plaît, la plaisanterie a assez duré». Ah non, c'est sûr. Mais moi, pour finir avec mon flop, pardon, bah, c'est DeAndre Ayton. C'est un joueur qui fait des très grosses perfs, on voit dans le tableau, plus de 20 fois à 40 et une fois à 60, plus de 60. Donc c'est des gros scores, mais en fait le problème avec Ayton, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va le faire. On sait pas quand est-ce qu'il sera motivé à jouer ou à ne pas jouer. On vous a montré plutôt dans la vidéo un exemple où il a défoncé, la raquette de Washington, mais je pourrais prendre des contre-exemples où il y a pas de pivot en face et en fait, il n'enfonce pas, son vis-à-vis et il fait que prendre des shoots à mi-distance et ça rentre pas et du coup, ben, en fait, son jeu, il a pas totalement le jeu que son physique lui demanderait d'avoir et à cause de ça, bah, ça l'empêche d'avoir, des bonnes perfs régulières. Décuplé avec son manque de motivation et peut-être son manque d'amour pour le basket, nous on est piqué de basket mais par passion. Lui il fait 2,15 m donc c'est peut-être par, fatalité qu'il est allé, au Ouais, mais basket il l'a dit, hein, c'est son job, c'est tout. Hein. donc Voilà, c'est juste son job pour lui. Donc déjà, donc ça coupe beaucoup de choses. Hein. très très fort à la play mais par contre, peut-être plus régulier sur Call of Duty, faudrait regarder ses stats, mais en tout cas, moi je j'ai pas envie de rajouter de l'aléatoire dans ma game week en positionnant, DeAndre Ayton. Déjà avec des joueurs réguliers, on prend des risques, mais avec DeAndre Ayton, le risque est encore plus grand et en général, il est dans des L10 assez élevés où on a des choix, qui nous apportent plus de sécurité à ce niveau de L10 entre, je sais pas, 35 et 45 quoi. Bah, là, tu as du Curry à entre 35 et 45. Hein. Donc, Ouais, voilà, par là, exemple. tu as 39 Ayton. Et de toute façon, après, ce qui est bien, c'est que le petit tableau retranscrit totalement ça. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Ouais, c'est ça. Quasiment. Et encore, le tiers sur perf, il est quand même plus faible que les DNP et les performances moyennes. Donc, tu as quand même 2 chances sur 3 de te planter. Plus de 2 chances sur 3. Donc, c'est beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop. Donc, c'est non. Et j'ai même pas mentionné le fait qu'il n'arrive pas à sortir de chez lui à cause de la neige, qui rajoute encore, C'est vrai. si le mec n'est pas blessé, mais est bloqué chez lui, c'est bizarre, ça arrive pas trop aux autres, ça arrive à lui, c'est étonnant, Il y a un la vie parfois. microclimat. Je te propose qu'on se termine avec, le prono? Allez, ça va pas être gay. Hein. Le pronostic, bah, de toute façon, j'ai spoilé un petit peu, en début de vidéo. Bottom 5, on vise, top 5 de draft, post-season, ben, quand tu es bottom 5, c'est à la plage. Le pronostic, ce qu'on aurait pu rajouter pour Portland, c'est, combien de trades, il va y avoir dans l'équipe? Est-ce que Billups, va se faire, dégager ou pas? C'est plus ça, en fait, les choses qu'on peut pronostiquer. J'ai l'impression que
Et c'est une cote à 1,00, le fait qu'il soit bottom 5 et Ah oui, non, mais après, ce qui est drôle, c'est, on en parlait tout à l'heure au début, c'est qu'en fait, par rapport à Détroit, en fait, c'est une équipe où, en fait, d'un point de vue SOAR, t'as des joueurs quand même qui sont hyper intéressants ouais. et avec qui tu peux faire des perfs. Donc, on disait tout à l'heure, les Sharp, les Simons, il y a des joueurs à posséder dans sa galerie potentiellement parce que c'est des joueurs, en fait, qui sont très réguliers sur la surperformance. Euh, Bah, donc, c'est typiquement le genre d'équipe qui fout le bordel dans les game week sur ce rare. mm, L'année dernière, on a eu Memphis, Portland. Je pense que c'était les 2 plus grosses équipes qui foutaient le bordel, à donner des temps de jeu à des mecs improbables, et cetera. Donc, on sait très bien que ça va sûrement se reproduire cette année. Ils ont des mecs, dans leur effectif qui sont pas solides, en termes de blessures. Donc, vous avez nos tops, nos flops. En termes de pronostics, ben, on va s'arrêter là. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose pour les fans de Portland? Peut-être un motif d'espoir autre que Cooper Flag? ouais, et encore, mais non, enfin, il y a quand même des bonnes bases, mais je pense qu'avec un vrai coach, ça pourrait déjà aider. Ouais. Déjà, de changer, d'avoir un Billups qui, j'ai l'impression, est un peu trop pédant et Bah, n'est pas le bon homme pour le bon coach pour Portland avec le projet qui est actuellement. est-ce que c'est un bon coach pour une équipe NBA? C'est un super joueur, mais est-ce que c'est un bon coach? Ouais, ouais, ça c'est problématique. En tout cas, sur ces belles paroles, on va vous remercier d'avoir, regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle analyse. J'avais pas encore fait les trucs de youtubeur, mais vous pouvez, liker, vous abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, vous connaissez. Et on se retrouve demain pour une, nouvelle vidéo et une nouvelle analyse. Bonne journée, au revoir.